Le jeu, souvent vu comme une distraction de plus à éviter ou parfois une récompense pour se motiver. C'est soit un loisir, soit une distraction, parfois réservée aux enfants ou alors aux adultes pas assez matures. Le jeu, pourtant, c'est une méthode de communication, c'est une méthode de transmission, c'est une façon d'apprendre qu'on voit beaucoup d'ailleurs chez d'autres espèces animales dans la nature. Et je pense qu'on sous-estime son utilisation chez les humains et notamment son utilisation chez les personnes neurodivergentes, dont les personnes qui sont concernées par le TDAH, que ce soit les enfants ou les adultes. J'ai trop hâte d'avoir vos perspectives sur ça pour qu'on puisse comprendre comment le jeu peut devenir en fait un outil puissant au quotidien et pas juste une parenthèse un peu oubliée. Est-ce que vous voulez commencer par vous présenter? Oui, on peut. Je peux commencer si tu veux. Moi, je suis Michael Delova. Je suis concepteur de jeux vidéo. Je suis neuroatypique, donc aussi, on va dire atteint de TDAH. Je crois qu'on ne dit pas c'est bizarre. Concepteur de jeux vidéo, spécialisé dans tous les enjeux éthiques du jeu vidéo, donc tout ce qui est diversité, inclusion et accessibilité. Donc forcément, dans l'accessibilité, on intègre tous les types d'handicap. Je suis à la fois un joueur qui est convaincu du pouvoir du jeu vidéo parce que ça a un pouvoir sur moi-même, hein, notamment un pouvoir éducatif, mais aussi une bulle, une espèce de refuge. Moi, je ne sais pas si c'est la relation que vous avez, vous, avec le jeu vidéo, mais c'est aujourd'hui, le seul média qui me permet de ne pas avoir toutes les milliers de pensées que j'ai sans arrêt. Et le jeu vidéo, en fait, capte tellement l'attention, que ça permet en fait de se reposer bizarrement et de se déstresser tout simplement, parce qu'en fait, les gens n'ont pas conscience, parce on masque très bien le TDAH quand on est adulte. Le TDAH ne disparaît pas. En étant adulte, on apprend juste à s'adapter à la société, à porter des masques pour masquer le TDAH, mais il n'a absolument pas disparu. C'est juste qu'on a appris à le masquer pour rentrer dans le moule, et c'est d'autant plus fatigant. Et c'est ça qui est très drôle aussi, qui est une idée reçue qu'on a du TDAH, puisqu'on l'associe à l'hyperactivité. Les gens pensent que nous sommes tous des piles électriques. Alors oui, mais on est surtout très fatigués. Très fatigués parce qu'on passe notre temps à s'adapter à la société, à s'adapter aux gens, à effacer les traits du TDAH. On a potentiellement beaucoup des problèmes de sommeil à cause des ruminations et du stress. Et effectivement, moi, j'ai besoin de ma dose de jeux vidéo tous les jours parce que c'est ma soupape. Ouais. Je te laisse la parole, Florian. Avec grand plaisir. Alors, enchanté à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Donc, moi, c'est Florian. J'ai pratiqué le jeu vidéo, hein. Je fais partie de cette génération qui a grandi avec, notamment avec la démocratisation des différentes consoles, voilà, l'évolution de ces consoles aussi. Ma spécialité à moi, c'est plutôt le jeu physique, notamment le jeu de société. Donc, parmi les très nombreuses casquettes que je porte, il y en a deux qui sont particulièrement intéressantes pour aujourd'hui. La première, c'est que je suis créateur de jeux de société. Et la deuxième, c'est que je travaille dans la remédiation des fonctions cognitives par le jeu. Donc, c'est vraiment l'un des sujets qui m'intéresse le plus, comprendre comment fonctionne le cerveau, quelles sont les stratégies d'apprentissage, de régulation, d'évolution surtout, et proposer à travers le jeu justement des situations complètes et complexes qui permettent de venir toucher différents éléments, de comprendre comment on fonctionne soi-même dans sa tête et transférer ces compétences-là sur les autres situations de la vie quotidienne. Concernant la neurodivergence, alors je suis moi-même concerné par le trouble du spectre autistique et je suis papa d'un petit gars qui a aujourd'hui 6 ans et demi et qui, lui, comme les Pokémon, les collectionne avec un TSA, un TDAH et un trouble de coordination. Donc autant vous dire que le jeu, c'est l'élément central
de notre vie quotidienne pour pouvoir se motiver et puis s'atteler à certaines tâches, à certains apprentissages, etc. Voilà pour ma présentation à moi. Le jeu, j'imagine, eu une place importante dans votre vie depuis toujours. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez au final utilisé peut-être sans vous en rendre compte avant d'avoir un diagnostic? Ouais, moi j'ai eu un diagnostic très tard, hein. J'ai eu un diagnostic, je crois, à 27 ans, un truc comme ça. Je viens d'une génération où le TDAH, on n'en parlait pas trop, hein. On disait juste que j'étais un enfant casse-couille. Voilà. C'était le terme pas très scientifique de l'époque. Non, mais je pense que ça se fait naturellement faut comprendre que les TDAH ont forcément une appétence au comportement addictif, puisque c'est lié au circuit de la récompense, et que le jeu vidéo, pour ça, est très très fort, hein. Tout un jeu vidéo est créé justement pour créer un petit peu cette dépendance où on va vous utiliser le game design et les mécaniques de jeu pour vous faire revenir sur le jeu, pour avoir un objectif à atteindre. Et ça, c'est typiquement des systèmes addictifs, donc qui sont hyper j'allais dire récompensant pour le cerveau. Donc après, ça ne veut pas dire que tous les TDAH vont adorer les jeux vidéo, mais en tout cas, voilà, il y a une forte appétence pour ça. Et puis effectivement, pour le fait, je pense que ça capte tellement l'attention que ça permet au final de lâcher pendant un petit moment toutes les pensées intempestives permanentes du cerveau. Donc ouais, je pense que mon addiction aux jeux vidéo, parce que moi je suis addict aux jeux vidéo, hein, j'y joue pratiquement tous les jours, j'ai aucun problème avec ça, donc c'est modéré. Et compris pourquoi aussi. Mais oui, je pense que si je me suis échappé rapidement dans le jeu vidéo, même si j'avais pas le diagnostic, c'était typiquement lié il y avait deux facteurs chez moi. Il y a effectivement le TDAH et le fait aussi d'être dans un milieu social et dans une famille avec un contexte assez compliqué. Donc, c'était devenu vraiment une échappatoire, quoi, les mondes virtuels pour moi. Alors moi de mon côté, il y a des éléments qui sont proches de ce que Michael vient de citer. Je reviens un peu sur ce que tu disais, Letty, en introduction sur le fait qu'il y ait beaucoup d'espèces animales qui utilisent le jeu. En fait, toutes les espèces mammifères utilisent le jeu pour apprendre ce dont elles ont besoin dans leur vie pour survivre. L'exemple très classique, c'est celui des chatons qui vont apprendre à se battre pour défendre leur territoire, à sauter sur une balle qui est en train de bouger pour apprendre à chasser. Mais en fait, on le retrouve aussi dans toutes les espèces animales, mammifères notamment. Mammifères de base, quoi. Tu regardes des petits chevreaux qui sont en train de jouer, ils sont en train de développer à la fois le fait de se donner des coups de tête, de pouvoir se défendre en cas d'attaque, mais aussi de sauter partout, de pouvoir fuir et escalader les obstacles si jamais ils se font attaquer. Donc un petit mammifère qui ne joue pas va mourir. De toute façon, il n'aura pas les compétences pour pouvoir vivre par la suite. Et d'ailleurs, on le voit aussi avec tous ces animaux-là. Hein, il n'y a pas un âge où, hop, on arrête de jouer. Le jeu restera toujours quelque chose qui sera de l'ordre de la stimulation d'une part, de l'entretien des compétences et de l'acquisition de nouvelles compétences. Alors, ce qui marche très bien avec l'être humain, hein, puisque les fonctions cognitives qu'on a, nous, elles nous permettent, et on en a même besoin, je pense, de s'alimenter et de continuer à apprendre tout au long de notre vie.
Voilà, moi le jeu de manière générale a toujours été hyper important pour moi. Alors il y a eu le refuge, l'échappatoire dont parlait Michael, hein, des jeux vidéo, et en même temps l'échappatoire et la découverte d'univers incroyables, mais aussi la création de liens avec l'arrivée des jeux en ligne, et puis plus tard dans ma vie, les jeux de société, la démocratisation des jeux de société, et ces espèces de petits univers là dans lesquels on va se retrouver à interagir entre nous selon des règles et des codes qui sont bien définis par les règles du jeu, et pouvoir expérimenter des situations sociales, des situations intellectuelles, des interactions différentes en toute sécurité. Mais en effet, tout ça vient nécessairement toucher le système dopaminergique. Qu'on soit TDAH ou pas, hein, le fait de jouer va activer une sécrétion de dopamine dans le cerveau, avec les petites récompenses, le fait de développer une stratégie, d'atteindre tel objectif, et puis palier après palier de développer sa stratégie, de faire une succession de quêtes secondaires, voilà, et d'obtenir la récompense auprès du PNJ. Tout ça, ça va balancer des petites sécrétions de dopamine dont on a besoin, hein, parce que si on attend juste l'accomplissement final d'une tâche avant de se satisfaire et de se récompenser au niveau hormonal, ça peut être un peu long, quoi. Le jeu est, quand il n'est pas vu comme une distraction, je dirais que le début de notre évolution sur la vision de ce qu'est le jeu, c'est de se dire, OK, si c'est quelque chose de positif qu'on va atteler, on va souvent l'atteler en tant que récompense. C'est un peu j'ai l'impression que c'est un peu le premier arrêt de bus quand on ouvre son esprit là-dessus. Donc, par exemple, pour les enfants, voilà, si tu fais X tâches ou quoi, tu auras la récompense de jouer. Ou chez des adultes aussi qui vont se dire, bon, bah, vendredi, je vais aller faire une soirée jeu de société ou je vais jouer à un jeu vidéo. Mais comment est-ce qu'on peut aller plus loin, en fait, plutôt que de l'intégrer après la tâche ou l'activité voulue, l'intégrer pendant. Alors là, tu vas venir toucher des trucs qu'on va appeler la ludification, ou ce qu'on peut avoir en termes de formation et de transmission, par exemple à travers des serious games. Le jeu en soi est une situation qui va permettre de toute façon de développer des compétences, comme je le disais tout à l'heure. C'est pas juste en soi une récompense. Et en fait, on hérite énormément de cette vision un peu biaisée du jeu sous toutes ses formes, hein, dont tu parlais en introduction. Le jeu, c'est pas sérieux. Le jeu, c'est pour les enfants ou pour les adultes immatures qui n'arrivent pas à se satisfaire ou à se récompenser par des choses dites normales, hein, être satisfait de soi après une bonne journée de travail à l'usine, comme on les aime, voilà. En fait, tant qu'on reste sur cette vision-là biaisée du jeu, les mentalités ne pourront clairement pas avancer sur cette question-là. On parlait un petit peu en off là, juste avant de lancer l'enregistrement, de différents événements qui commencent à exister. Voilà, Michael est invité sur des conférences pour parler pour parler de jeux vidéo, d'éthique, d'apprentissage. C'est le cas pour moi aussi dans le domaine des jeux de société. Voilà, à la fin du mois de mai, il y a l'Udinor Pro qui se passe à Lille, et qui est le salon de l'usage professionnel du jeu sous toutes ses formes d'ailleurs.
les mentalités sont vraiment, vraiment en train d'avancer là-dessus, fort heureusement d'ailleurs, et on se rend compte que dans les stratégies d'apprentissage, que ça soit à l'école, que ça soit dans le coaching, que ça soit dans l'accompagnement individuel, mais aussi de plus en plus dans des corps de métier où on va travailler justement le fonctionnement du cerveau. Je pense notamment à la psychologie, à l'orthophonie, à la psychiatrie même. Il y a de plus en plus de professionnels qui se mettent à utiliser le jeu pour proposer des environnements qui vont permettre d'expérimenter, de développer des compétences, tout en essayant aussi de se permettre d'être qui on n'est pas. C'est un concept dont tu as parlé là de bulle. C'est un concept qui est développé par Johan Huizinga dans son ouvrage sociologique Homo Ludens. C'est le concept de la bulle ludique. C'est un endroit où on va se plonger dans le jeu. Qui est en dehors du monde réel en fait. Ça répond à des codes spécifiques. Ça n'a pas ce que tu vas faire dans le jeu n'aura pas de répercussions sur la vraie vie, ne va pas non plus définir qui tu es toi dans ce jeu. J'utilise très très souvent cet exemple, par exemple en formation, en disant que voilà, moi j'ai un socle de valeurs morales qui est assez fort. Je ne mens pas, je ne triche pas, je ne manipule pas les gens dans la vie de tous les jours. Par contre, tu mets autour d'un plateau de jeu et je vais être le pire salaud du monde, sans aucun. Voilà, il n'y a pas de problème. Mais justement, parce que ça me permet à ces moments-là de décompenser un petit peu de ces lignes de conduite qui ont un réel impact dans la vie de tous les jours. Dans le jeu, je peux être autre chose, je peux être quelqu'un d'autre et ça fait du bien, ça aussi. Ça me fait penser au théâtre. J'ai fait pas mal de théâtre et c'est la même histoire en fait. Oui, pardon. Non, vas-y, Mickaël. Il y a ce côté dédiabolisation du jeu vidéo. Aujourd'hui, on accuse pas mal le jeu vidéo de tout et n'importe quoi, hein, notamment d'actes de violence. Bon, dans les années 70-80, c'était les films d'horreur qui étaient... Donc voilà, il y a toujours un nouveau bouc émissaire. Le jeu vidéo, effectivement, ça permet de s'exprimer, ça permet d'expérimenter des choses. Qui n'a jamais mis son Sims dans la piscine et retiré l'échelle. Voilà, c'est pas pour autant qu'on est des psychopathes, c'est qu'on teste des trucs, ça nous fait rigoler, on sait que c'est du virtuel. On va tirer sur des animaux, on va tuer des gens, tout ça, mais c'est pas pour autant qu'on est que nous sommes des psychopathes. Encore une fois, c'est un espace de liberté qui permet effectivement de décompenser. Moi, je travaille beaucoup sur la classification des joueurs et notamment des profils psychologiques de joueurs qui sont basés sur les motivations universelles et comment on utilise ça pour créer des jeux vidéo user-centered sur les cibles en fait, qu'on veut toucher, hein, qui sont des profils psychologiques. En tant que personne, on est tous stimulés par certains éléments du jeu vidéo qui sont complètement différents d'une personnalité à l'autre. Et on a ces personnalités-là qui sont dans ma classification qui s'appelle des destroyers, qui eux veulent tuer, veulent du chaos, veulent des explosions. Ça va être les joueurs de FPS, hein, les gros joueurs de Call of Duty, tout ça. Moi, de base, c'est pas forcément mon profil. Moi, je suis plutôt un explorer et un créatif. Mais des fois, j'ai passé une sale journée, j'ai besoin de me décharger, je vais lancer Overwatch et voilà quoi. Et oui, c'est de la bagarre, c'est simple, ça demande pas, ça révolutionne pas effectivement d'un point de vue intellectuel le jeu vidéo, mais en fait, ça fait du bien. Et comme on disait, il y a des jeux vidéo pour toutes et pour tous. Et ceux qui accusent le jeu vidéo soit d'être cause de violence, soit être cause d'addiction, soit d'être pour les décérébrer, c'est juste des personnes qui n'ont pas la culture du jeu vidéo, qui ne savent pas qu'il y a d'autres jeux que GTA et Call of Duty en fait. Et des jeux, il y en a pour tout le monde, et il y a des jeux hyper riches, hyper intéressants. On a des jeux qui traitent de sujets
hyper intelligents, qui parlent de troubles cognitifs, qui parlent de dépression, qui parlent du deuil, qui parlent d'énormément de choses. Et voilà, et je trouve ça dommage de critiquer un média qu'on connaît assez peu, surtout quand c'est le média culturel le plus puissant du monde aujourd'hui. Et c'est pas pour rien. Donc, ce serait bien de s'y intéresser avant de raconter n'importe quoi. Généralement, c'est des personnes qui ne connaissent rien qui disent ça. Carrément. Le président le premier, qui, avant Clair Obscur, accusait le jeu vidéo de créer la violence, machin. Et puis là, Clair Obscur, ça y est, ça a eu un succès international. Donc maintenant, le jeu vidéo, c'est bien. Ben ouais, mais en fait, il y avait déjà des bons jeux avant Clair Obscur, monsieur le président. Qui nous regarde. Un message direct. Mais clairement, et puis en fait, la tendance des gens qui vont critiquer le jeu vidéo. Alors le jeu vidéo, classiquement, mais parce qu'on va surtout pas toucher à la Française des jeux et au casino, parce que ça rapporte du pognon. C'est des addictions qu'on va pas dénoncer publiquement. Le jeu vidéo, la propension à se plonger dans le jeu vidéo, ça ramène du trafic, de l'influence et de l'argent à des groupes privés, donc on peut plus facilement se taper dessus. Mais en fait, dire que c'est ça qui crée de la violence, que c'est ça qui crée de l'addiction, c'est se concentrer déjà sur une minorité des situations, mais surtout sur les symptômes des difficultés de l'individu. On en parlait tout à l'heure avec Michael. Il y a une dimension justement d'échappatoire, d'exutoire dans le jeu. La question n'est pas de se demander si le jeu rend addict, mais c'est pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui sont assez en souffrance dans la vie de tous les jours pour avoir besoin de s'échapper et de se retrouver dans ces safe places, dans ces bulles en dehors du temps, de l'espace et de la société et des interactions sociales qui peuvent être très très lourdes et qui du coup vont passer des jours, des cycles de 24, 36, 48 heures non-stop en oubliant leurs besoins physiologiques parce qu'il y a ce besoin-là de se décrocher de la vie réelle, en fait. Le problème ne vient pas du jeu, mais de ce qui cause des comportements problématiques autour du jeu, comme dans n'importe quelle activité. Tu disais que tu parlais du sport. Dans le sport, c'est exactement la même chose. Il y a des comportements liés au sport et qui vont toucher des troubles cognitifs, des troubles psychiques aussi, voilà, où on va avoir cet échappatoire dans le sport et dans la surabondance du sport dans sa vie pour fuir d'autres choses. Et ça sert à rien de traiter un symptôme, il faut traiter la cause, il faut avoir une approche beaucoup plus systémique de ces problématiques-là. Alors qu'au contraire, le jeu reste un outil. Je fais souvent cette comparaison-là aussi. Avec une tronçonneuse, tu peux couper une branche ou tu peux couper des gens. Ça reste le même outil. Le jeu, que ce soit le jeu vidéo, que ce soit le jeu de société, c'est un outil. Tu peux en faire des trucs vraiment questionnables. Les mécanismes d'addiction de Candy Crush ou quoi, l'activation répétée du système dopaminergique et des récompenses à très très court terme, on peut s'interroger sur les objectifs réels derrière. Mais fort heureusement, on a une offre qui est très très étoffée, riche et diversifiée sur d'autres applications, d'autres utilisations de cet outil-là. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui commence à être utilisé dans l'apprentissage pour les enfants? Est-ce que c'est assez utilisé? Est-ce qu'il y a encore énormément de développement à faire devant nous? Où est-ce qu'on en est? Non, de plus en plus. Moi, j'avais travaillé comme consultant pour une appli justement pour les TDAH, pour un jeu mobile à destination des enfants et des parents TDAH qui permettait de créer des tâches pour l'enfant avec des récompenses dans le jeu, tout ça, qui était assez intéressant. Donc ça, c'est de plus en plus. Il y a de plus en plus de serious games, même si moi, je ne suis pas un très grand fan des serious games, parce que je trouve ça
trop sérieux. Mais oui, de plus en plus, quand même, il y a une prise de conscience sur l'outil jeu vidéo pour éduquer. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, le jeu, c'est la base de l'éducation. On apprend de tout petit en s'amusant. Et c'est le meilleur moyen d'apprendre quelque chose, de le rendre ludique. Donc, je ne comprends même pas qu'il y ait encore un débat ou un doute sur l'aspect éducatif du jeu vidéo. Après, tous les jeux vidéo n'apprennent pas quelque chose. Et encore que, j'ai envie de vous dire, on parlait tout à l'heure de Call of ou de... En fait, ça permet d'améliorer les temps de réaction, la concentration, le leadership. On découvre que beaucoup d'enfants vont développer le leadership en jouant aux jeux multi comme ça. Alors oui, il y a aussi des gros mots, des machins, des trucs comme ça. Mais en fait, ça, c'est quand on... C'est toujours... Après, c'est une manière de voir la vie. Dans la vie, soit on voit le verre à moitié vide, soit on voit le verre à moitié plein. Donc, au lieu de regarder les petites... pseudo-dérive du jeu vidéo, il faut regarder aussi tout ce que ça apporte. Pareil, on a l'impression que le jeu vidéo isole énormément de personnes qui rencontrent d'autres personnes qui ont du mal dans la vie parce qu'elles sont timides, parce qu'elles sont introverties. Je pense aussi aux personnes qui sont atteintes de troubles du spectre autistique, pour qui les codes sociaux seront des fois un petit peu plus difficiles et qui du coup arrivent à faire des rencontres via le média jeu vidéo. Donc, ouais. Bon, pour nous, forcément, il n'y a pas de débat. On va tous... Bien sûr. On se prêche entre convaincus, mais voilà, espérons qu'on arrive à convaincre les autres. Par rapport à la question que tu posais, Letty, pour moi, on en est au début de l'utilisation de l'outil ludique dans les apprentissages et dans la formation. Il faut bien se dire, voilà, si on remonte un petit peu en arrière, hein, les années 80-90, l'offre ludique, elle était en termes de jeux de société, elle était très 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 limitée. On avait quoi? On avait le Monopoly, la Bonne Paye, on avait Cluedo. les ballons, Cluedo. Enfin, tu vois, on peut les citer même de mémoire et on pourrait les compter sur les deux doigts d'une main. En termes de jeux vidéo, c'est pareil. Le développement a suivi la même courbe. Alors, ça a été beaucoup plus rapide sur le jeu vidéo, mais il y a eu un moment où le jeu vidéo était dominé, l'industrie du jeu vidéo était dominée par quelques franchises qui imposaient leur vision et leurs propositions. Fort heureusement, voilà, je veux dire qu'il y a entre 15 et 20 ans maintenant de ça, il y a eu une ouverture à d'autres propositions, qu'elles soient matérielles ou qu'elles soient virtuelles, qui ont permis de se dire ah ben attends, mais en fait quand j'utilise ça, quand je fais une partie d'un jeu, je vais pas passer 3 heures autour du plateau à récolter de l'argent en essayant de provoquer la banqueroute chez mes adversaires et de les écraser. Mais en fait, il y a des jeux qui sont plus courts, il y a des jeux qui vont développer d'autres compétences. Ah ben dis donc, il y a des jeux coopératifs aussi. J'utilise le jeu vidéo aussi dans mon activité en remédiation cognitive et notamment les jeux coopératifs. Hein. Je pense notamment aux formidables Unravel et Unravel 2, qui sont des superbes jeux de coop, et on doit ensemble arriver à faire bouger nos personnages pour avancer sur les plateaux, enfin, sur les différents tableaux. Sinon, si on ne communique pas, on n'y arrive pas. Donc, parmi les choses que développe intrinsèquement le jeu vidéo notamment, pour moi, il y a notamment la coordination main-œil. Je vois un truc et j'utilise mes doigts pour faire quelque chose. Je l'ai vu avec mon fils, hein, l'évolution de son rapport physique au monde en tant qu'enfant dyspraxique. Il y a eu le avant jeu vidéo et le après jeu vidéo. À partir du moment où il a commencé à déplacer son personnage avec 2 joysticks, et oh bah tiens, celui-là c'est la tête et celui-là c'est le corps. Il y a eu un transfert de compétences qui s'est fait très très rapidement dans son environnement. Mais oui, les deux peuvent pas être dissociés, donc il se met à faire plus d'efforts pour que pour moins se prendre le coin de la table ou renverser les trucs quand il se déplace. Et c'est fou, il n'y a pas eu besoin de grand chose pour le faire, juste une expérimentation et à un moment
l'intégration du fait que tiens, il y a les deux joysticks, c'est deux éléments qui sont tous les deux nécessaires de coordonner pour se déplacer et pour interagir avec le monde, quoi. C'est fascinant ça, parce que c'est justement souvent on entend dire que un enfant qui va jouer aux jeux vidéo, etc., va avoir plus tendance à développer peut-être moins rapidement le côté coordination physique, alors que ça peut être justement le contraire. Ça va. Alors, moi, c'est vraiment ce que je travaille en termes de remédiation cognitive. C'est la problématique, la question, elle est la même qu'avec les écrans, par exemple. Et avec cette diabolisation des écrans, oh là là, non, surtout pas d'écran pour les enfants, etc. Pas de jeux vidéo pour les enfants. À partir du moment où on ne fait rien, nous, en tant qu'adultes et en tant que garant de l'environnement éducatif et donc de développement cognitif, intellectuel et physique de l'enfant, si on lui dit tiens, prends la Switch et démerde-toi avec ça, ça va t'occuper. Très probablement qu'il n'y aura pas la Switch, elle va venir freiner la volonté d'aller développer de nouvelles compétences dans le monde, puisque c'est juste un truc de vas-y, occupe-toi, et comme ça, dans le monde réel, tu ne casses pas les pieds, quoi. Là, il n'y a pas. Bien sûr que ça va pouvoir développer des choses, mais plus difficilement, et ça va vraiment dépendre de la motivation intrinsèque de la personne, que ce soit un enfant ou un adulte. À partir du moment où, en tant qu'adulte, on apporte cette base hyper importante de métacognition, en fait, là, on va pouvoir appliquer les compétences qui ont été développées dans le jeu à des éléments de la vie réelle, de la vie quotidienne. C'est deux concepts qui sont le near transfer et le far transfer. Le near transfer, c'est je vais être en train de jouer et puis je vais développer des compétences qui vont me permettre de mieux jouer. Ça, intrinsèquement, c'est ce que va faire le jeu. Je suis sur un jeu vidéo, je suis en train de jouer, je meurs, hop, je recommence. J'ai appris qu'à ce moment-là, il fallait que je synchronise mieux mon mouvement, ou attention, il y a tel ennemi qui va arriver, je mémorise, etc., pour pouvoir atteindre l'objectif. Si ça s'arrête là, mais les compétences que je vais développer ne vont être applicables que dans le jeu que je suis en train de pratiquer. Par contre, si j'ai quelqu'un qui vient et qui me dit « Hey, regarde ce qui s'est passé à ce moment-là, comment est-ce que tu as analysé la situation? Qu'est-ce que tu as fait pour développer tes compétences, pour surmonter cette problématique-là, pour réguler l'émotion que tu as eue à tel moment ?» À ce moment-là, en fait, on découvre qu'on a des leviers qu'on a utilisés dans le jeu parce qu'on avait la motivation de gagner, d'avancer, ces leviers-là, en fait, on se rend compte qu'on peut les appliquer à d'autres situations de la vie de tous les jours. Oui, donc c'est une histoire d'intention, en fait. Si on balance un jeu, ça reste un jeu. Mais voilà, si on comprend vraiment plus profondément ce qu'il y a derrière, on peut s'en servir comme levier pour transférer dans la vie de tous les jours, quoi. Tout à fait. Le jeu, c'est ni juste un divertissement, ni une baguette magique qui vient résoudre tous les problèmes. Justement, là où le jeu atteint son plein potentiel, c'est la rencontre entre ces deux sphères. Là, c'est le moment où il y a le divertissement, donc l'engagement émotionnel, le plaisir de jouer et d'être en interaction avec l'autre, et en même temps cette idée de développer des compétences qui viennent se rejoindre. C'est à cet endroit-là précisément qu'on utilise le jeu pour mieux apprendre, pour changer ses manières de faire, pour concevoir différemment son rapport aux autres, pour réguler ses émotions, ses comportements, ses attitudes, etc. Malgré tout, il faut aussi être attentif, effectivement, au système addictif. Je pense aux jeux gacha et tout ça que peut avoir sur soit des enfants ou même des adultes qui peuvent avoir des comportements addictifs problématiques, notamment financiers. J'ai fait la dernière fois, j'ai enregistré une émission là, pour Génération Parents où on accueillait les personnes de chez Peggy,
Et la PEGI est en train d'intégrer maintenant dans la notation c'est tous les systèmes de jeux, enfin tous les jeux qui ont des systèmes comme ça de gacha où on va inciter à dépenser de l'argent, même si c'est pas du pay to win, mais pour des skins, des trucs comme ça. Je pense à un type de jeu Genshin Impact ou des choses comme ça, qui sur le papier sont des jeux un petit peu mignons, qui sont gratuits à la base, mais qui incitent assez rapidement à dépenser de l'argent. Donc à partir de bientôt, là, je crois que ces jeux seront PEGI 18, s'il y a vraiment une incitation à dépenser de l'argent, même si sur le papier, le jeu, en termes de difficulté ou d'expérience, c'est un jeu qui peut être à partir de 12 ans. Voilà, ils prennent maintenant quand même en considération. Et ça, le seul moyen, c'est comme tout en fait, c'est aux parents d'être attentifs. De la même manière que tu ne vas pas faire regarder Massacre à la tronçonneuse à ton enfant de 9 ans, tu regardes juste. Il y a un système de notation qui est très très clair sur toutes les jaquettes de jeux. Après, je ne sais pas quand on les achète en ligne s'il y a quand même le système PEGI. Normalement, si. En tout cas, c'est assez rapide de se renseigner sur Internet, le jeu, de regarder à partir de quel âge il est et de regarder pourquoi à partir de quel âge il est. PEGI, ce n'est pas une interdiction, c'est un conseil d'âge, mais qui va intégrer plusieurs choses. La difficulté du jeu, et voir si la personne est adaptée, en tout cas l'âge de la personne est adapté à la difficulté du jeu, mais aussi le contenu, est-ce qu'il y a des gros mots, est-ce qu'il y a de la violence, est-ce qu'il y a de la drogue, et est-ce qu'il y a des systèmes de dépenses d'argent. Donc ça, c'est toujours pareil, c'est aux parents d'être attentifs. Après, comme dans toute industrie, puisque là on parle de l'industrie du jeu, que ce soit de l'industrie du jeu vidéo, qui, comme je le disais tout à l'heure, s'est développée très très rapidement, mais on parle aussi de l'industrie du jeu de société. À titre informatif, quand même, il y a plus de 1000 jeux de société qui sortent en France par an. Même pour quelqu'un dont c'est l'intérêt spécifique comme moi, pour arriver à suivre la cadence, c'est juste impossible, quoi. J'aimerais tous les avoir, ma banquière elle veut pas. Bref, ça reste une industrie, donc il y a des intérêts derrière, et notamment là ce dont parle Michael, l'intérêt c'est de te capter et de te faire cracher de l'argent en tant qu'adulte, notamment avec des troubles du neurodéveloppement. On sait que parmi les comorbidités qui reviennent fréquemment dans les troubles du neurodéveloppement, il y a cette tendance, ce terrain fertile au comportement addictif. Il faut en être tout à fait conscient qu'il y a un intérêt derrière certains jeux. Et je dis bien certains parce qu'il y a encore, et fort heureusement, beaucoup de personnes qui considèrent la création ludique comme quelque chose de l'ordre de l'éducation, de l'artistique, de la transmission de valeurs, etc. Mais il y aura toujours des personnes qui vont être là avec pour objectif de s'enrichir et d'aller chercher dans les fonctions neurologiques et dans les fonctionnements neurologiques, ce qui va faire que tu vas te retrouver à compulsivement vouloir injecter de l'argent pour avoir tel skin, pour avoir accès plus rapidement à telle extension, etc., etc. C'est ce qu'on appelle les dark patterns en UX. Moi, je suis aussi UX designer. C'est comment on va utiliser la UX et la user experience. Et c'est c'est en gros les sciences cognitives appliquées au game design. Et comment on va inciter les joueurs ou les joueuses à faire plein de choses et notamment dépenser de l'argent, mais surtout vous rendre accro. C'est la base du game design. En game design, on vous apprend à créer des systèmes qui vont créer de la rétention chez les joueurs, parce que le but, que ce soit pour que vous profitiez du jeu ou pour vous dépenser de l'argent, le but, c'est que vous ayez envie de jouer le plus longtemps possible et tout le temps. C'est la base du game design. En tant que game designer, on fait tout pour que vous ayez envie de jouer le plus longtemps possible. Donc, des fois, c'est juste tant mieux, c'est pour faire profiter de l'expérience et pour accentuer l'aspect immersif, mais des fois, c'est aussi pour vous faire dépenser de l'argent si c'est le but caché derrière le jeu. C'est que la Switch, il y a un système où tu peux paramétrer, j'en ai parlé avec des parents, où tu peux paramétrer le temps de jeu pour limiter le truc. Mais après, des jeux qui te forcent à arrêter de jouer. Je vais trop loin.
Non, peut-être pas, peut-être qu'il y a, hein, je sais pas, mais... Oui, enfin, en fait, moi j'ai deux exemples qui me viennent en tête là-dedans. Alors je pense notamment au petit jeu sur téléphone qui a été développé par Flic-Flac. Donc Flic-Flac, bien sûr, hein, les montres pour enfants, et en fait c'est tout un jeu d'aventure où on a soit Flic, soit Flac, et on peut alterner entre les deux personnages, et puis on va jouer sur différents tableaux et essayer d'avancer pour aller retrouver le château du grand méchant. Et ils ont intégré cette dimension-là bah tiens, au bout d'un quart d'heure, il y a un message qui apparaît qui dit: «Oh dis donc, ça fait un quart d'heure que tu es en train de jouer, il est temps de s'arrêter et on se retrouve demain». Alors évidemment, si on a envie de continuer, on peut dire: «Allez, c'est bon, squeeze le message et je continue», mais en tout cas, il y a déjà ce petit signal d'alerte et qui est sonore en plus, hein. On entend la voix qui dit: «Hey, ça fait un quart d'heure», donc ça permet aussi aux parents qui est en train de faire la cuisine à côté de dire: «Hey, ça fait un quart d'heure qu'il est en train de jouer sur le jeu». Et ça met en place ce petit signal-là. Je pense aussi à un super jeu aussi qui s'appelle Babaou et qui est développé par une équipe pluridisciplinaire sur bah, justement la remédiation des fonctions exécutives, et dans lequel il y a aussi ce principe-là de temps, et qui dit à un moment: écoute, ça fait tant de temps que tu es en train de jouer, tu vas t'arrêter là. Je pense que ça dépend vraiment, bah, comme le disait Michael, hein, des parents, mais de soi-même. Moi, je sais que j'utilise énormément, donc avec mon fils qui a un TDAH, j'utilise un timer. Le cadre est posé dès le début. Alors, exactement, voilà, exactement ça. Le cadre est posé dès le début. Bah, écoute, Loulou, là, tu as 20 minutes. Tu as 20 minutes de temps d'écran. Moi, je lui laisse du temps d'écran de manière générale. Tu as le droit de regarder des dessins animés. Tu as le droit de faire des jeux sur ton téléphone, sur la Switch. Et quand les 20 minutes seront passées, ça va sonner et tu sauras que c'est le moment de s'arrêter. Évidemment, arrivent des situations où il y a une marge de négociation possible, et je trouve ça hyper intéressant aussi, hein, dans la relation, de dire: «Ah ben ça a sonné, mais j'ai pas fini mon épisode, est-ce que je peux avoir 5 minutes de plus pour finir mon épisode?» Ou «Bah attends, je suis dans mon niveau, là, je peux pas sauvegarder parce que je suis en train de faire un combat Pokémon, ou parce que le jeu sauvegarde automatiquement au bout d'un certain temps». Et à ce moment-là, il y a la négociation qui se met en place. Mais tout ça, c'est des systèmes de régulation qu'on va, alors en tant qu'adulte, qu'on va mettre en place pour assurer un rapport sain à quelque activité que ce soit pour notre enfant, et en tant qu'adulte, qu'on va se construire soi-même. Et je reste quand même assez persuadé que bah, dans la mise en place d'un rapport sain, il y a aussi le besoin de passer par une phase de transgression. Moi-même, j'ai été dans des situations où j'étais complètement addict aux jeux vidéo, et où ça avait des impacts négatifs sur ma vie de tous les jours, qui font qu'aujourd'hui, à l'âge que j'ai et dans mon rapport aux jeux vidéo, je me pose des limites pour ne pas retomber dans ces tendances-là. La frustration, c'est un moteur, hein. Pourquoi est-ce qu'on est frustré? Bah, parce qu'on a envie de faire mieux. On a raté quelque chose, on a subi un échec, on a envie de faire mieux, donc on ressent de la frustration. Et c'est le moteur qui nous donne envie enfin c'est le moteur principal dans le jeu en tout cas, qui nous donne envie de retenter l'expérience. Il y a évidemment la victoire, ouais, le sentiment d'avoir réussi, hop, j'ai gagné les autres, ça me donne envie de rejouer une partie. Mais il y a aussi et souvent, bah, ok, j'ai perdu, viens, on fait une revanche. J'utilise énormément les jeux de coopération, que ce soit en jeu de société ou en jeu vidéo. Les jeux de coop qui sont trop faciles,
ne donne pas envie de s'y plonger vraiment, tu vois. Moi, si je teste un jeu de coop sur un salon de jeux de société et que, en fait, dès la première partie, on a poncé le jeu, aucun intérêt à l'intégrer dans ma ludothèque. Par contre, je teste le jeu, on l'a loupé, je me dis, ah super, la prochaine fois, on pourra essayer cette stratégie, etc. Où je peux augmenter la difficulté, il y a une grande rejouabilité justement par rapport à la difficulté. Là, ça va me donner envie de réessayer et donc de me poser des questions sur qu'est-ce qu'on a mis en place comme stratégie qui n'a pas fonctionné et où est-ce que ça a ripé dans la planification de nos objectifs intermédiaires pour arriver à l'objectif final et qu'est-ce qu'on peut changer, du coup, réguler pour arriver finalement à gagner la partie. Donc oui, s'exposer à la frustration, c'est indispensable pour avoir envie de s'améliorer, en fait. Là, la frustration, c'est même plus une question d'apprendre à la gérer, mais c'est en fait la frustration elle-même qui devient un levier de motivation pour la suite. Mais en fait, comme toute émotion, toutes les émotions sont là avec un but particulier. Ouais. Alors c'est pour ça que moi j'aime pas utiliser le terme gérer ses émotions. Gérer ses émotions, ça très rapidement, c'est très rapidement associé, surtout dans les troubles du neurodéveloppement, à masquer ces émotions. Oui, ou avoir un rapport de force. Parce que voilà, alors que pas du tout. Voilà, moi je vais plutôt parler de réguler ses émotions. Donc réguler, c'est permettre à l'émotion d'exister, d'adapter son intensité aux conséquences réelles de ce qui se passe en fait dans la situation. Mais oui, si tu es en colère, c'est que tu as un sentiment d'injustice, c'est ou que tu te sens en danger, que tu es prête à aller au combat. Si tu es triste, c'est que tu as besoin de lâcher quelque chose, de faire le deuil d'une situation pour laisser de la place à une autre d'arriver. Enfin, toute émotion, de toute façon, a un but pour exister, donc ça sert à rien de les éviter et de les invalider. L'idée, c'est de comprendre pourquoi est-ce que cette émotion elle est là et qu'est-ce qu'on peut en faire par la suite. Carrément. On a pas mal parlé de l'apprentissage et du côté, voilà, comment le jeu peut devenir un levier pour les enfants et pour les jeunes. Mais j'ai remarqué que de plus en plus, il y a des éléments dans la vie adulte qui sont inspirés en fait de l'univers des jeux, que ce soit des jeux de plateau ou des jeux vidéo. Je pense notamment à des systèmes, par exemple, visuels. Quand tu remplis un formulaire en ligne, on te met une petite barre de progression, par exemple. Ou le fait que voilà, quand tu t'inscris, que tu crées un espace personnel, maintenant, dès que tu bouges, tu as besoin d'un espace personnel avec une photo de profil, ou alors tu dois choisir un petit personnage pour te représenter, etc. Ça se fait de plus en plus. Mais ouais, vraiment dans le monde, disons, adulte, parfois sur des choses administratives un peu sèches qu'on n'a pas envie de faire, je trouve ça super intéressant pour les personnes neurodivergentes. Est-ce que pour vous, il y a d'autres éléments qui pourraient être utilisés en fait dans ce sens-là? Est-ce qu'il y a encore des choses à rajouter? Clairement, sur tout ce qui est tâches administratives, je pense qu'il y a vraiment l'horreur pour tous les TDAH. Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment tout le monde, mais moi, c'est un enfer. Moi, ça fait 17 ans que c'est mon mec qui gère mes papiers, mes impôts et tout. Une catastrophe. Oui, si on rendait ça un petit peu plus ludique, ouais, ce serait cool. Il y a des trucs que je dois faire tout seul, notamment par rapport à ma boîte et tout. J'étais sur le site des impôts, sur impôts.gouv, mais le site n'est pas responsive. Il prend la moitié d'un écran, c'est tout petit, il y a 12 000... Les titres sont pas clairs. Enfin, il y a un besoin de travail de UX. On est à la masse complète, quoi. En France, tous les sites administratifs, déjà quand c'est avec un site, et encore des fois tu remplis tout sur le site, mais il faut quand même faire des papiers à côté. Enfin, moi, c'est
Mais oui, Ouais. rendre tous ces systèmes plus intuitifs et s'inspirer de ce qu'on fait dans le jeu vidéo, parce qu'effectivement, il y a tout un travail de UX dans les jeux vidéo, parce que c'est assez complexe et qu'on est obligé de rendre digeste les informations et la navigation. Si tout ça, ça pouvait inspirer effectivement tous les trucs administratifs, les gens auraient moins de problèmes, ouais. Notamment Puis aussi même, sur l'accessibilité. En fait, c'est presque une question d'accessibilité pour les personnes neuroatypiques, pour les personnes qui ont aussi des déficiences cognitives et mentales. Avoir des systèmes comme ça qui sont indispensables, qui sont obligatoires et qui ne sont pas intuitifs, c'est un vrai problème de considération de l'accessibilité des personnes en situation de handicap. ouais, c'est ce que j'allais dire. Dans les endroits où il faut aller au guichet, prendre un billet, ensuite ou un ticket, machin, et faire la queue et tout ça, en fait, c'est un lieu qu'on n'exploite pas assez. Et on pourrait s'inspirer justement des jeux pour rendre ça plus ludique, pour rendre ça plus parlant, plus simple d'utilisation. C'est un des souvenirs que je garde de Disneyland. Peut-être que je suis bizarre. Les animations en elles-mêmes, ça m'a pas autant touchée. Mais je me souviens en fait des queues. Parce que souvent, tu fais la queue 1 heure et puis l'expérience en elle-même, elle dure 2 minutes. Mais ils le savent. Et du coup, les queues, elles sont animées, elles sont intéressantes. Ils ont vraiment trouvé des systèmes pour que voilà, la queue en elle-même, c'est une sorte d'aventure. C'est un parcours vraiment bien pensé, UX en fait. Mais c'est exactement ça, en fait, on se rend compte que, oh là là, disons que quand on met le moteur ludique sur des situations qui sont perçues comme étant longues, chiantes, rébarbatives, et bien tout de suite, il y a un engagement qui est différent. Moi, je travaille avec énormément de personnes qui sont dans le domaine de la culture, par exemple, et où on a de plus en plus de cinéma, de musées, de théâtre qui disent ah là là, mais on n'arrive pas à capter les publics, etc. Quel est le moteur qui est mis en place là de manière quasi systématique aujourd'hui? C'est ah super, ben on va faire un jeu de piste, on va faire un escape dans le musée, on va faire on va créer un temps d'échange dynamique et de jeu autour du film qu'on vient de voir. Bah ouais, tout de suite, dès que tu mets en place quelque chose qui va engager et qui va permettre aux personnes de trouver du plaisir et de se sentir légitime à aller faire ces choses-là, eh ben, ça va marcher. Je pense qu'on est, tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure, je pense qu'on est au début de ce phénomène-là, de la gamification des différents processus administratifs, d'apprentissage culturel, d'interaction entre les gens, etc. Je mets quand même une énorme réserve à la ludification à outrance. Voilà, c'est hyper intéressant de mettre en place des mécaniques de jeu pour développer les apprentissages, par exemple, pour rester dans mon domaine. Attention à ne pas se dire hey, dès qu'on va faire un jeu, tout de suite ça va marcher. Très souvent, moi j'ai vu plein de situations dans lesquelles ça s'est passé comme ça. Oh là là, on va faire découvrir le territoire de la communauté de communes avec un jeu de loi. Chiant le jeu de loi. Ils connaissent pas en fait, ils connaissent pas ce qui existe. Ça n'a aucun intérêt. Tu fais quoi? Tu vas lancer. Tu as des jeux sur des thématiques assez lourdes, hyper éducatifs et assez saines. Je pense à Normal Lost Phone, je ne sais pas si vous y avez joué, qui est un jeu mobile qui est exceptionnel, qui traite de la transidentité, et qui est un petit jeu d'enquête qui est génial. Et effectivement, en filigrane, ça parle de la transidentité. Et ça, c'est le bon moyen de le faire. Mais même aujourd'hui, et moi, c'est ce que j'essaie de faire et ce que j'essaie d'expliquer avec ce que je vais faire avec The Others et mon studio de jeux vidéo, c'est que l'aspect éducatif, il faut qu'il soit en filigrane, en fait, du jeu vidéo. Il faut que ce soit d'abord un jeu vidéo, c'est-à-dire un média qui est quand même cet aspect divertissant, et qu'en seconde lecture, on
on transmet des informations, des émotions. Si vous prenez un jeu on s'en rend même pas compte en fait. Non, c'est ça. Si vous prenez un jeu à succès, aussi bien sur sa qualité de jeu, voilà, c'est un succès économique et critique, vous prenez The Last of Us. The Last of Us, à la base, c'est un jeu futur dystopique, un peu en mode zombie, avec quand même un jeu action survival horror, qui est très très cool. Et en filigrane, on traite d'homosexualité parce que l'héroïne est homosexuelle, mais c'est pas le sujet du jeu. On parle d'écologie parce que forcément, c'est parti un petit peu en sucette à cause de ça aussi. Mais c'est pas le sujet principal du jeu, c'est en filigrane. Et c'est comme ça en fait, c'est de manière inconsciente, c'est ce qu'on appelle en jeu vidéo, enfin en game design, la rhétorique procédurale et comment la mécanique de jeu, le gameplay te transmet des messages, des émotions de manière inconsciente. Et c'est comme ça qu'on intègre le mieux. Et il y a des manières beaucoup plus intelligentes de le faire, mais surtout quand c'est fait par des personnes dont c'est le métier. Voilà. C'est ça, c'est vraiment un métier. Moi, je milite énormément pour le fait de dire, ok, des serious games, je suis pas du tout contre l'idée, mais justement, je suis là à dire que c'est par le jeu qu'on apprend, etc. Mais si on ne garde pas à l'esprit que nécessairement l'outil qu'on va mettre en place entre les gens ou entre les mains des gens pour apprendre n'a pas cette dimension de fun, ça marchera pas. Le premier moteur du jeu, que ce soit du jeu de société ou du jeu vidéo, c'est le plaisir qu'on a à aller dans ce jeu. Combien de fois j'ai eu des instits, des profs qui sont venus me dire « Ah oui, qu'est-ce que tu utiliserais comme jeu pour faire travailler les maths ?» Non, mais absolument pas. Puis dans les maths, il y a 1000 compétences diverses. Donc, est-ce que tu veux cibler exactement dans les mathématiques? Et à partir de là, je vais pouvoir te proposer plein de situations qui vont faire travailler cette compétence-là, ce mécanisme cognitif. Est-ce que vous avez un message pour tous ces adultes TDAH, peut-être qui sont concernés par le TDAH, qui ont eu un diagnostic tardif, qui se sont réfugiés dans les jeux de société ou les jeux de rôle ou les jeux de vidéo, voilà. Un petit message comme quoi ils sont peut-être pas seuls. Sur l'ensemble des addictions auxquelles sont sujets les TDAH, gardez le jeu vidéo, c'est la moindre. Virer le reste, garder les jeux. Tout dépend le temps et la place que ça a dans votre vie et l'impact que ça a sur votre vie. Moi, je joue tous les jours, mais je joue 1h30 après le boulot, de 18h à 19h30, tous les jours. Oui, c'est une addiction parce que j'en ai besoin et que ça me fait du bien et que voilà, si je l'ai pas, ça me manque. C'est pas non plus horrible si je peux pas, mais je veux dire, c'est une addiction qui est contrôlée, qui est consciente déjà, et déjà, c'est un premier pas d'en avoir conscience. Et ce qu'il faut comprendre, c'est toujours pareil avec les addictions, c'est qu'est-ce qui se cache derrière. Si vous avez un enfant qui est addict aux jeux vidéo, c'est pas le jeu vidéo le problème, c'est pourquoi votre enfant a besoin de cette addiction pour aller mieux. Et c'est là qu'il faut aller chercher le problème de fond. Et c'est pareil chez les adultes, c'est pas tant le support ou le média jeu vidéo qui est le problème, c'est qu'est-ce que ça cache derrière. Et justement, ça peut permettre aux parents d'alerter sur une problématique peut-être psychologique chez l'enfant, ou un mal-être, ou un besoin notamment de socialisation via le jeu vidéo ou quoi, et d'aller chercher ce qui se cache derrière. Moi, je mettrais aussi une petite nuance pour les personnes qui sont neurodivergentes, et notamment TDAH, TSA. Le cycle de régulation ne va pas être le même que dans la norme des gens, des personnes neurotypiques. Et je sais, moi, par exemple, que j'ai intégré ce phénomène de cycle. Il y a des moments où j'ai moins le temps de jouer, notamment aux jeux vidéo. Et il y a des moments où ça va être très, très intense. Et voilà, il y a eu une période dans l'année où un petit peu plus en hibernation, là, en hibernation même, j'ai plus pratiqué du jeu vidéo. Et voilà, il y a aucun souci du moment que ça ne devient pas quelque chose d'obsessionnel.
Et, Ouais. et l'addiction, elle est problématique là-dedans, quand ça devient vraiment le truc de ah non, non, je m'interdis toute sortie et tout, parce que ce soir, il y a un raid sur World of Warcraft avec la guilde. Et, à ce moment-là, c'est un peu dommage de se priver d'autres interactions, d'autres opportunités sociales, juste parce qu'on est dans cette pratique unique là. Ouais, Carrément. c'est intéressant ce que tu dis. Moi, j'ai toujours eu ce truc-là. C'est par contre, je fais toujours passer ma vie sociale avant le jeu vidéo. Intéressant déjà le côté d'acceptation et d'accepter qu'il y a des cycles, d'accepter que voilà, parfois on a certains besoins et que c'est ok d'y assouvir. Et puis, mais quand même rester vigilant à certains messages d'alerte. Merci énormément pour tout ce que vous avez partagé aujourd'hui. C'était fascinant. Mais avec plaisir. Merci à toi pour ton invitation et pour ta confiance aussi, en espérant que nos échanges aient pu voilà, faire bouger un peu les réflexions autour de ça, titiller la curiosité de certaines personnes, et puis en rassurer d'autres aussi.